Ça y est, maintenant c'est enregistré. OK, Voilà. donc là, ça procède là, maintenant. Là, tout est enregistré. OK, c'est bon. C'est parce que c'est pas clair. C'est pas clair, il y a un bouton pause puis un bouton recording, mais là, je n'étais pas sûre si ça enregistrait. Bon, Ah oui, c'est bon. maintenant, OK, je le vois. maintenant, tout Allez-y, est en train d'être enregistré. c'est à vous. Merci. Bon, j'y vais. Hein? Bonjour, je vais faire une intervention qui va durer à peu près 25 minutes sur les effets des médias sociaux et des discours racistes sur les jeunes. Je vais d'abord me présenter, excusez-moi mon accent du sud-ouest de la France, mais comme vous êtes un des jolis pays qui ont aussi un accent, on arrivera à se comprendre sans faire obligatoirement du sectarisme ou du racisme sur la langue qui s'appelle la glossophobie. Voilà. Le premier, attendez, hop, voilà, hop, pardon. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais me présenter. Je suis professeur à l'Université de Toulouse, membre de la chaire UNESCO de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Je suis expert européen dans les domaines de l'Internet et des discours de haine et des discours racistes sur Internet. J'ai conduit de nombreuses recherches en tant que sociologue du cyberespace et anthropologue du cyberespace. Vous avez là un certain nombre de références, de publications, si vous souhaitez les voir. Une de mes spécialités, c'est celle de suivi de personnes réelles sur le net par une technique dite du poisson pilote. Et ça a donné 2 ouvrages en bande dessinée, Citra et Shamira et Adam, où on a suivi des personnes. J'ai été co-scénariste de plusieurs pièces de théâtre portant sur ce domaine-là. Et donc, je vais intervenir à partir de mon expérience assez ancienne du cyberespace. Ancien, oui, parce que j'ai les cheveux blancs et quand la première fois où j'ai touché un ordinateur, c'était un écran noir, il y avait une petite partie verte qui scintillait. Et oui, j'étais aussi vieux que Matrix. Donc, je connais le monde numérique depuis bien longtemps. Alors, d'abord, quelques éléments pour se rappeler. Si vous êtes jeune, vous allez trouver ça fastidieux. Si vous êtes ancien, vous allez trouver ça un petit peu exagéré. Oui, les modes de vie numériques sont des modes de vie spécifiques qui ne ressemblent pas au mode de vie textile. Quand je parle textile, je parle du monde réel, celui que l'on peut toucher. Hein, il y a eu une transformation totale du monde. Et si nous nous intéressons, sociologues, à l'Internet, à les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'il y a de la vie dedans. Parce que s'il n'y avait pas de vie, s'il n'y avait que de l'échange de l'information, eh bien, un bon informaticien serait capable de résoudre tous ces problèmes. Oui, les êtres humains ont un mode de vie numérique et quand je prends un adolescent entre 12 et 18 ans, on peut considérer que plus de 60% de sa vie forte est dans le monde numérique. Et que si je prends la dernière enquête aux États-Unis, où on posait la question à des jeunes, quels sont les objets les plus intimes, ils devaient classer les objets les plus intimes, et bien sûr, le GSM arrivait en premier. C'est l'objet le plus intime d'une personne, bien avant tous les éléments. Alors, rapidement. On sait que ça change le mode de communication, ça c'est une évidence, tout le monde sait maintenant que il y a en permanence plusieurs réseaux de communication technique qui nous prennent, hein, que ce soit le WhatsApp, que ce soit le SMS, que ce soit le téléphone, que ce soit la petite vidéo qu'on envoie, mais ça change les modes de communication dans notre rapport habituel. Notre rapport habituel, la langue, elle est faite pour s'appuyer sur des visages. Elle est faite pour synchroniser notre rapport avec des contacts dits de proxémie. La proxémie, le regard, l'odeur ont créé notre mode de communication, notre langue. Dans un monde virtuel où c'est un avatar qui vous remplace, hein, j'aurais pu mettre un très joli jeune homme à ma place, comme ça, il aurait cru que j'étais un joli jeune homme, magnifique. Voilà, quand ma voix peut être changée, il suffit que je prenne un filtre et ça ne pose aucun problème. Quand je n'ai pas l'odeur pour sentir et quand je n'ai pas la proxémie, c'est-à-dire ce sentiment que vous pouvez avoir que quelqu'un s'approche de vous, qu'il est un peu trop près, eh bien, vous pouvez laisser rentrer quelqu'un jusqu'au profond de votre intimité. Et ce qu'il va dire va être très violent. Ces changements de mode de communication changent du tout au tout.
Et on ne peut pas appliquer nos modes et nos valeurs et notre philosophie de vie à un monde dans lequel le mode de communication a changé. Nous devons réinventer un être numérique, un homus numericus, et qu'il nous faut le prendre en compte. Bien sûr, nous rapprochons, elle est très importante. Aujourd'hui, dans la population française, le dernier sondage jusqu'aux personnes de 40 ans, le mode de rencontre numérique est le premier mode de rencontre. Je ne rencontre pas mon copain, je ne rencontre pas ma copine, je ne rencontre pas mes amis juste parce que je suis allé dans un café ou dans un restaurant. Je les rencontre parce qu'ils sont derrière un écran. Et cette rencontre numérique change tout. Nos sociabilités sont d'abord numériques. Elles ne sont pas précises, elles ne sont pas textiles, elles ne sont pas humaines. Et ça va changer beaucoup de choses dans nos façons de faire groupe, nos façons de faire nous. Nos façons d'être ensemble. Et ça, c'est un élément très important. La façon dont nous informons, aujourd'hui, il est bien évident que quelqu'un qui dirait au fin fond de sa chambre, oui, je viens de découvrir le grand complot de la CIA et je vais vous le révéler en faisant une petite vidéo 5 minutes, serait beaucoup plus cru que n'importe quel professeur d'université, spécialiste de sciences politiques, spécialiste de cyberstratégie, et il est sûr que lui ferait un bid, tandis que l'autre va faire 2 millions de vues. Ça change beaucoup notre rapport à l'information, notre rapport à ce qui est vrai et ce qui est faux, à ce qui est utilisable et ce qui n'est pas utilisable. Et donc, on voit bien que le monde va changer. Ça change aussi la façon dans laquelle nous pensons. Dans le monde où nous étions, dans ce monde textile, les rapports de politesse, les rapports de sociabilité étaient effets de la présence de l'ennemi en face de vous. C'est parce que l'ennemi est en face de vous qu'on faisait « Oh là !» en montrant ses mains, pour bien montrer qu'on n'avait pas des armes, qu'on serrait la main, qu'on tapait sur l'épaule, pour bien vérifier qu'on n'avait pas d'armes. Dans le monde numérique, notre mode de pensée, elle est égoïste. Elle est d'une sorte d'égo-monde qui serait tout seul et qui penserait que tout ce qu'il a envie de faire, eh bien, il a le droit de le faire et il a le droit d'agir. Ça va changer beaucoup, beaucoup d'éléments. Enfin, dans le monde numérique, le rapport qui y a entre intimité et extimité, ce qui est à l'intérieur de la maison, ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur de moi et ce qui est à l'intérieur de toi, n'existe plus. N'existe plus, puisque si vous vous méfiez de quelque chose, c'est que c'est louche. Pourquoi vous méfiez? Vous devez avoir quelque chose à cacher. Cacher quelque chose est un élément souvent de culpabilité. Alors nous montrons, nous montrons, nous montrons, nous montrons, nous montrons tout. Parfois en le sachant, et ce que Serge Tisseron, psychiatre, appelle l'estimité, on va dire notre estimité, et parfois on le montre parce qu'il nous semble que c'est bien évident de le montrer et que c'est comme ça qu'il veut faire. Une jeune fille qui avait fait 2 tentatives de suicide parce qu'elle avait vu ses nudes diffusées sur le net, me disait de façon très anodine, mais je l'ai fait parce que tout le monde le fait. Et c'est puisque tout le monde le fait, c'est lui l'ordonnateur de l'intimité et de l'extimité. On n'a pas une perception de notre intimité, on a la perception que les autres vous renvoient de votre intimité. Si tout le monde fait ceci, alors il est normal que je le fasse. Alors, il est important, et je finis cette phase-là, j'étais rapide, mais juste pour l'oublier, il est important de réfléchir avant de cliquer. Et quand on va parler de questions de racisme, d'antisémitisme, il va falloir toujours distinguer sur le monde numérique ce qui est de l'ordre de « je suis comme un mouton de panurge, le mouvement » ou celui « je manipule et j'utilise ce mouvement ». La question d'éléments sont très différents. Et d'ailleurs, beaucoup disent « mais non, moi j'ai transmis cette blague, qui était une blague raciste et homophobe. Mais parce qu'on me l'avait envoyé, c'est pas moi qui l'ai fait. » Comme si cliquer n'était pas un acte de responsabilité. Comme si on considérait que ça ne fait pas. Dans un dernier procès en France, des jeunes qui avaient harcelé, envoyé des menaces de mort à une jeune fille musulmane contestataire, disaient « mais je ne l'ai fait qu'une fois. Mais puisque c'est qu'une fois, c'était pour jouer. » Comme s'il n'y avait pas une importance. La question de la responsabilisation des individus sur le net va être une question fondamentale. Il ne faut pas la renvoyer juste à ceux qui sont du côté obscur de la force.
comme si nous, qui étions du côté clair, nous savions très bien. Non, nous avons à réapprendre la responsabilité numérique. La responsabilité numérique, elle est totalement à réapprendre et c'est un problème grave quand on va voir comment on peut traiter les questions du racisme et de l'antisémitisme sur le net. Alors, d'abord, parlons du quoi. Qu'est-ce que le racisme et l'antisémitisme? J'ai pris cette vidéo, mais je ne peux pas vous l'envoyer. Elle est facile. Hein, c'est Luttons ensemble contre le fléau de la haine raciste et antisémitisme sur l'Internet. Vous allez sur YouTube, vous voulez la voir. C'est quoi qu'on fait? C'est un groupe, une association qui s'appelle les porteurs de parole. Ils prennent des phrases prises dans les réseaux sociaux, ils se mettent des pancartes et ils vont traverser la rue. Et ils voient la rue. Et cette phrase, hein, les juifs sont trop les victimes, bande de chiens sionistes, Hitler aurait pu finir le boulot, qui est une phrase antisémite hyper violente, d'accord? Et elle va provoquer dans la foule mais beaucoup de gens qui sont horrifiés, et même des gens qui vont venir le menacer à ce jeune homme. Un autre, plus loin, il y a d'autres phrases. Celui qui porte marre de ces Chinois toujours entre eux, tous la même gueule, qui rentrent chez eux, ce garçon va être menacé. Et on va ainsi entamer un débat avec les personnes quand elles se rendent compte que c'est des choses citées sur l'Internet, hein, écrites par des vrais individus. Alors la question, elle se pose, mais comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Mais pourquoi des gens écrivent cela? Mais ces phrases-là ne viennent pas de groupes d'extrême droite ou de groupes extrémistes. C'est une collecte, et vous pouvez le faire tous les jours, dans le moindre forum. Dans le moindre forum. Pourquoi? Parce que, on le verra tout à l'heure, les trollers, hein, et les phénomènes de trolling sont très diffusés et deviennent une arme politique et une arme sociale de combat. J'ai pris ici une autre image, voilà, Bougnoul terroriste à l'arabe, voilà, toutes ces phrases. Ça, c'est une campagne publicitaire italienne. C'est ce type de campagne publicitaire qu'ont fait les gouvernements pour dire attention. Ces phrases, même écrites, nous paraissent dures quand on les voit en réalité. Très dures. Hein. Moi, j'ai fait même à des élèves de lycée, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Hein. Mais ces mêmes phrases vues, écrites sur le net, bon, on en rigole. Et parfois, on trouve ça tellement rigolo qu'on l'envoie à des copains. 1946, attendez, excusez-moi, 1946 affaires de crimes par la haine en 2018 au Canada. J'ai essayé de trouver les chiffres chez vous. 5521 nombre d'affaires racistes antisémitiques en France. 10 000 plateformes, sites internet dans le web francophone. On a 1,3 million de contenus haineux ont été diffusés sur Twitter je crois que c'est, je vais vous regarder, dans les 6 derniers mois. D'accord. Dans un trimestre, 2,9 millions de posts sur Facebook étaient considérés comme racistes, 16 000 vidéos sur YouTube et 49 600 vidéos incitant à la violence et à l'extrémisme violent. Donc on pourrait se dire, mais comment se fait-il que l'Internet soit devenu cette poubelle immense, hein? Et on pourrait s'interroger pour pouvoir savoir ça. Et on va y venir. Je voulais juste préciser de quelle haine du discours. Hein. On a souvent tendance à résumer ça par l'islamisme djihadiste. Non, on va trouver des discours anarchistes ultra black bloc, d'accord, le discours anarchiste de base, pendant le patron avait les tripes du curé. Voilà un discours qui est une menace de mort explicite pour l'extrême droite suprémaciste raciste. On a les mouvements masculinistes, les mouvements survivalistes radicaux, l'antispécisme, ceux qui considèrent qu'un boucher, c'est un génocidaire ou c'est un complice de génocide, hein, et les xénophobes qui y sont. Donc on a de plus en plus, mais n'oublions pas que l'ensemble de ces discours qui sont violents et extrémistes violents, on a aussi des discours qui se moquent de la destruction de la planète, ce qui est l'extrémisme libéral, qui va détruire,
ceux qui assument le travail des enfants ou l'esclavage. On a aussi ces discours et on va pouvoir les trouver. Alors, maintenant, pourquoi tout cela existe? On pourrait, dans une première explication, considérer que tout cela, ça vient à cause des réseaux sociaux. Que si on n'avait pas les réseaux sociaux, on le ferait. Quelqu'un qui serait un bourgeois intellectuel dirait, eh bien oui, quand vous donnez la parole aux petites gens, ils disent des petites choses et des méchantes choses. Gardons la parole pour les intelligents. Hein. Et d'ailleurs, le principe de l'Internet a été révolutionnaire. Depuis 1992, il n'y a pas besoin d'autorisation d'édition pour publier. Donc, il n'y a plus besoin de censure. Et donc, du coup, la parole n'est pas réservée à ceux qui ont droit à la parole, les riches, les intelligents. Et donc, du coup, dans les réseaux sociaux, vous avez le monde dans sa pluralité et dans ses éléments, hein, et progressivement ou pas. Les recherches et le travail que j'ai fait pour l'UNESCO sur 4500 communications scientifiques portant sur l'influence des réseaux sociaux sur l'Internet a démontré qu'il n'y avait aucune preuve scientifique de la responsabilité du réseau social sur la production de ces discours haineux. D'accord? Et il faudrait s'inquiéter. Ça veut dire précisément que si vous vous promenez dans une rue et si vous rencontrez des gens et si vous faites le travail de les rencontrer, vous allez entendre à peu près la même chose que ces discours-là. Il n'y a pas de surproduction dans les réseaux sociaux. Par contre, le mode de communication dans les réseaux sociaux est un mode de communication non policé. Hein? Si vous êtes étudiant, quand vous allez parler avec vos professeurs, vous n'allez pas parler avec le même langage que vous parlerez. Mais ne vous inquiétez pas, parce que votre professeur, quand il va au café, il parle pas du tout de la même chose à laquelle il vous parle. Et quand il est en colère et qu'il est chez lui et qu'il regarde la télé, il dit des choses qu'il ne vous dira pas en cours. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de langage. L'Internet fait que tous ces niveaux de langage se retrouvent au même niveau, à même équilibre. C'est-à-dire que dire un gros mot me paraît aussi tranquille. Pourquoi? Parce que parfois, je suis dans ma chambre. Je suis chez moi en train de le dire. Je ne sais pas que je suis en train de le dire avec un porte-voix au monde entier. Je le dis chez moi. Parfois, je le dis sous le coup de la colère. Et peut-être que si j'y réfléchis, comme disait l'autre, si je tournais 100 fois ma langue dans ma bouche, je ne le dirais pas. Donc, le mode de communication a changé. Ça ne veut pas dire que les réseaux provoquent cela, mais que les modes de communication ont changé et que nous n'avons pas les codes et les règles des communications numériques. Nous ne savons pas. Hein. Je vous prends quelque chose de aussi simple que oh, je râle. Il y a Charles qui m'a dit qu'il avait vu sur son réseau que Pierre disait de moi que j'étais un imbécile. Cette phrase-là, hein, j'ai écouté quelque chose où je n'y étais pas, mais quelqu'un vient de me le rapporter. C'est quelque chose que nous savons les dangers que ça a dans la vie réelle. Hein. Donc, il y a des choses qui restent dans l'intime, je ne les dis pas et je ne les garde pas. Mais là, tout le monde doit être su, tout doit être su. Et les pratiques numériques enlèvent toutes les barrières de l'intime et du social, enlèvent toutes les barrières des codes et des règles, et c'est comme un tsunami de phrases qui sont dites avec le sentiment que chacun a de non-responsabilité. Hein. Il ne se sent pas responsable. Il y a aussi cette caricature. Elle a dit sur mon blog que j'étais un taré papa. Il a écrit sur le sien que j'étais une poufiasse. Très bien. Eh bien, je vous dirai ma réaction sur mon site. Eh bien oui. Nous sommes maintenant dans des espaces qui ne sont plus des espaces sociaux, qui sont la juxtaposition d'espaces individuels. Espace individuel, ça serait très bien, mais qui communiquent. Mais oui, c'est pas grave, je l'ai fait sur mon site Facebook. Je ne te parlais pas à toi, je parlais à mes copains. Mais toi, tu l'as lu. Ah, mais pourquoi tu l'as lu? D'accord? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que le monde social et son unité et sa nécessité anthropologique de garder un équilibre, il faut se rappeler que dans les sociétés les plus primitives, la concorde est l'élément essentiel. On cherche partout la concorde, parce que s'il n'y a pas concorde, il y a faiblesse du groupe. Et s'il y a faiblesse du groupe, il peut disparaître. Cet élément de concorde, de trouver le meilleur accord acceptable, la chose qui pourrait être ce juste milieu. Sur Internet, c'est une horreur.
c'est de l'eau chaude, quoi. C'est quoi ce truc? La chose qui ferait que le groupe tomberait d'accord. Et donc, du coup, on va pousser vers les extrêmes. Et donc, du coup, les personnes vont pouvoir aller de plus en plus dire des insultes. Et bien sûr, on sait très bien que quand ces insultes arrivent, elles deviennent très rapidement racistes. Attendez, je passe. Voilà. Alors, un autre phénomène qui me semble moins important et qui permet de comprendre. On aurait l'impression que dans ce monde qui est complètement déstructuré, tout le monde se mélange. Et en fait, ce n'est pas du tout vrai. Toutes les études montrent que l'Internet ne mélange personne. En fait, on est toujours dans l'entre-soi. Si vous preniez mon site, eh bien, vous trouveriez des gens qui me ressemblent. D'accord? Et si vous preniez le site d'un Afro-Américain, eh bien, vous trouvez que proportionnellement, eh bien, vous avez beaucoup d'Afro-Américains. Et vous avez peu. Et si vous trouvez celui d'un Texan, eh bien, il y aura beaucoup de Texans et il n'y aura pas beaucoup d'autres. L'Internet ne nous mélange pas. Ce qui nous mélange, c'est la vie réelle. L'espace de citoyenneté le plus important s'appelle une rue, s'appelle un café, s'appelle un cinéma. C'est là où vous allez pouvoir rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. C'est sûrement pas sur l'Internet. Hein. J'ai fait à mes étudiants l'expérience pendant 2 ans de leur demander de se faire ami qu'ils ne rencontreraient jamais dans la vie et dans lequel ils n'avaient a priori rien à faire. Et ils ont tenté l'expérience, ils devaient rester 3 mois, l'expérience de la civilité. Et bien, ils ont découvert des choses absolument magnifiques. Hein, où chacun a essayé de découvrir l'autre dans son étrangeté, dans sa différence. Nous ne sommes pas habitués sur Internet d'être dans la différence. Nous avons créé des petites tribus, ces tribus qui se satisfont de n'être qu'entre elles, qui sont toujours dans ce sentiment qu'elles ont toujours raison, et quand elles voient arriver quelqu'un qui dit « Ah non, mais moi je ne suis pas d'accord », mais c'est l'affolant. C'est l'affolant parce que ça déstructure le groupe. Quand le groupe se structure sur une identité qui ne peut pas être négociée, on est au bord du fondamentalisme. Et si on n'a aucune marge de discussion, eh bien on n'arrête pas. Hein. Ça a dû vous arriver dans un apéro quand vous êtes invité de vous rendre compte que finalement, allez, il y a bien 3 ou 4 bonhommes, vous ne les reverrez jamais de votre vie. Mais vous ne les avez pas envoyé le whisky à travers la figure et vous n'êtes pas barré en courant. Vous êtes resté en vous disant, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et on fait des rencontres, on sait bien qu'on ne les rencontrera pas. Et parfois, ça peut vous arriver dans un apéritif de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, super sympa, c'est devenu votre pote. Hein. Ce n'est pas possible sur Internet. Le système d'Internet, qui, avec ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique, vous renvoie toujours du même. Toujours du même. J'en ai fait l'expérience, je vous invite, pour ceux qui sont, d'aller regarder mon Facebook. Ça fait à peu près 6 mois qu'avec mes étudiants, pour leur montrer comment ça fonctionnait, je leur ai dit, ben voilà, je ne vais retweeter que des choses bien pensantes, des choses gentilles, des choses mignonnes. D'accord? Et je ne vais jamais retweeter quelque chose de négatif. Jamais. Et je ne vais jamais faire aucun commentaire moi-même. Je ne fais que retweeter. D'accord? Et bien, quand vous regardez ma page, vous avez l'impression de rentrer à un baptême ou un truc de béni oui-oui. Hein? Que les trucs sulfureux, que les trucs gentils, ils sont là. L'algorithme, croyant que j'aime ça, me le renvoie. Et comme quand je le renvoie, mes étudiants qui rigolent en disant ah ben, encore le truc béni oui du prof, ils cliquent. Et donc, du coup, on est en train de créer une bulle de gentillesse. Alors, je leur dis souvent, c'est peut-être pas mal de faire des bulles de gentillesse dans ce monde de brut. De temps en temps, c'est pas mal de sourire au petit enfant qui joue avec le chat plutôt que de sourire avec celui qui prend le chat et qui le jette contre le mur. Hein. Donc, cet entre-soi, il faut absolument s'en méfier sur le net. J'ai mis cette dépôt sur intimité, extimité, identité numérique juste pour vous dire que quand on est dans la vie réelle, on doit assumer tous nos gestes. Hein. Si je vais voir la boulangère et si je l'insulte, la prochaine fois que je vais prendre du pain, je suis sûr qu'il va falloir que j'assume mes actes. Hein. Si je vois mon prof et je lui dis que son devoir, il peut aller et ça risque de ne pas aller. Mais là, comme sur l'Internet, on a un mois déclaratif, un mois calculé, un mois renvoyé, que la moyenne des profils et des identités pour un jeune est de l'ordre aujourd'hui en France de 4 identités différentes. D'accord?
Alors, eh bien, je peux gérer mon moi raciste qui fréquente jamais mon moi étudiant, qui fréquente jamais mon moi famille, et mes moi coexistent. Mais ce que je me rends pas compte, c'est que je suis limité, et quand le jour la police viendra m'arrêter, elle emportera les 3 ou les 4. Elle ne laissera pas les autres, hein, en disant vous n'êtes pas responsable, je prends que le moi raciste. Donc, cet élément où on décuple l'identité de l'individu va faciliter la radicalisation des discours et peu à peu va pousser à l'extrémisme violent. Enfin, on pourrait penser, mais on va le laisser, cette phrase du chat, dans le passé, il y avait moins de... il y avait, attendez, excusez-moi, je ne peux pas le lire. Il y avait plus de futur que maintenant. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que s'il y a autant de haine, c'est qu'on est dans une période néo-moderne de nos futurs. Il n'y a pas d'espoir. Et comme il n'y a pas d'espoir, c'est la violence qui se fait. C'est parce que la société devient de plus en plus dure que le monde devient de plus en plus dur. On pourrait le penser, je ne le crois pas. Je crois que dans un monde, il y a toujours eu des haines. Hein, et quand ceux qui me disent, spécialistes de radicalisation, ouais, la radicalisation, ça vient depuis le démarrage de la guerre d'Algérie. Ah, je dis, ah bon, parce que vous croyez que l'Inquisition, ils connaissaient la guerre d'Algérie, eux. Hein, et vous croyez que Kaël et Abel, qui se sont entretués, eux, ils se préoccupaient de l'Internet. Hein. C'est-à-dire que nous avons un potentiel de violence et d'exclusion qui doit s'équilibrer avec un potentiel de mise en commun et de fraternité, et que ça, c'est de l'ordre de l'éducation et de la facilité, et c'est pour ça qu'il faut travailler à ce domaine-là. Voilà. Alors, je vais passer ces éléments-là. Quelques diapos encore sur le pourquoi. Bien sûr, les théories du complot. Bien sûr, le développement des fake news. Bien sûr, le changement où la personne discriminée est coupable et la discriminante est victime. Cette inversion d'éléments où on va finir par penser que c'est ceux que j'insulte qui sont responsables de l'insulte, avec un principe très curieux, mais qui existe en rhétorique, qui est celui de dire à celui qui insulte, mais si je t'insulte, c'est ta faute, c'est parce que toi, tu existes. Je ne suis pas responsable de mon insulte. Hein, t'as qu'à pas rentrer dans ce bar. Toi qui es afro-américain, comme ça, je n'ai pas besoin d'être raciste. Hein, ce discours à l'envers, qui est le propre même des discours fake news et des discours complotistes, d'inverser la raison et de rendre coupable. Enfin, n'oublions pas que si l'Internet est peuplé de gens, personnes très gentilles, il est aussi peuplé de personnes moins intéressantes. Hein, de jeunes délinquants à hackers, de jeunes qui agissent en contrebande pour obtenir des produits dangereux, de trollers, de happy slappers, un certain nombre de groupes qui tournent et qui ont considéré, et là c'est soutenu par les groupes, que le changement politique doit passer par un changement violent dans le monde numérique. Ils ne sont pas si actifs que ça dans le monde réel. Hein, le jeune Nazillon, c'est pas un qui défile avec la croix gammée tout le temps dans les rues parce qu'il sait très bien qu'il se fait arrêter. Il va. Non, non, mais sur l'Internet, il va à fond. D'accord? L'espace du combat politique extrémiste se passe sur le net parce que c'est un espace non réglementé et non dangereux. Et alors, ils peuvent se regrouper, s'informer et se battre. Et c'est ainsi qu'ils font des groupes de trolling structurés et qui vont attaquer. C'est quelque chose qui existe dans le monde entier, Et donc, on voit là le développement d'une forme d'activisme politique qui prend sa place et qui se développe. Et comme l'activisme politique des antiracistes, ceux qui luttent pour le mouvement LGBT, ceux qui luttent contre les violences faites aux femmes, ne sont pas encore assez montés en puissance, l'espace est libre. L'espace est libre pour cela. Alors vous me direz, oui, mais quand on est dans ce groupe-là, si on vient intervenir, on risque de se faire ramasser. Et pas du tout. Hein. Une dernière étude qui est sortie aux États-Unis et en travaillant sur, je crois que c'était 12 000 posts racistes, ont montré que dans un débat, s'il y a quelqu'un qui intervient pour dire non, ça suffit, je suis contre, alors, bien sûr, le raciste, il continue. Mais le groupe qui était adhéré, la grappe qui était adhérée, s'en va.
Donc, si vous intervenez, vous empêchez l'adhésion de suiveurs qui vont rester dans la grappe. Votre intervention, et si en plus vous n'allez pas tout seul, si vous êtes dans un groupe, vous allez modérer les groupes. Hein. Alors bien sûr, celui qui est le plus homophobe, vous ne le changerez pas. Mais la question, c'est de lutter contre l'idée qui est, eh bien, puisque personne ne dit rien, ça doit se dire. J'ai à peu près le droit de le dire. Hein. Les mouvements féministes qui, depuis plus de 40 ans, travaillent là-dessus. Je me rappelle, moi, je crois que j'étais en 99 au Canada dans un groupe, un colloque féministe sur l'Internet. Hein. Le colloque avait été appelé « La résistance est-elle nécessaire ?» Et dès 99, les groupes féministes avaient dit oui, il faut y aller et il faut développer la pensée féministe sur le net. Et elles l'ont fait, et elles l'ont fait avec succès. Et donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à pouvoir le faire. Maintenant, comment faire? Comment on va pouvoir essayer de résoudre ça? Alors, on va régler le problème. Bien sûr, quand vous faites un acte sur Internet qui est un acte anti la loi, la personne qui fait l'acte, elle est dans un pays, elle est réglementée donc par cette loi. D'accord? Même si vous faites quelque chose qui va être lu de l'autre côté de la Méditerranée. D'accord? Donc, votre police locale peut venir vous arrêter. D'accord? Ça, c'est très important. Il faut que la loi s'applique partout, dans tous les espaces et même dans l'espace numérique. Pour cela, n'hésitez pas, ne faites pas comme beaucoup. Oh non, mais moi je veux dénoncer personne. Oh non, mais moi je suis contre la police, alors je ne le fais pas. Hein. Si vous voyez, dernier cas que j'ai suivi d'une jeune qui est sur Twitch et qui voit à l'évidence une agression contre une jeune fille qui avait un niveau de truc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son téléphone, elle a appelé sur le commissariat, elle l'a dit, et c'est remonté au Pharos, qui est l'équipe de la police, et les personnes, elles ont été arrêtées. Elle a eu raison de le faire. Hein. Elle n'a pas dénoncé, elle a fait de la prévention. Donc, bien sûr, si vous voyez un site raciste, antisémite, homophobe, antiféministe, violent, eh bien, vous faites du signalement. Et tous les sites ont des sites de signalement. Et quand j'ai donné tous ces chiffres de Twitter, de Facebook, c'est les sites qui les ont supprimés. Donc, aider à le supprimer. Mais bien sûr, on sait que ça, c'est une petite goutte. Essayons de voir d'autres éléments. Alors, on a toujours tendance, un groupe, à avoir aimé ce qui nous ressemble. C'est un principe commun, c'est presque un principe anthropologique. Quand on arrive dans un groupe, on a à chercher l'homostasie, c'est-à-dire ce qui nous équilibre. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté qui est différent, on va avoir tendance à se regrouper. Cette phase d'éjection d'un individu est une phase de identification du groupe. Il s'identifie, il se donne ses limites. Sur Internet, ben, c'est beaucoup plus facile de le faire et qu'après tout, si vous voulez vous faire des copains, vous avez qu'à regarder ce contre quoi sont ses copains, vous avez qu'à l'exprimer et les gens diront « Ah ben c'est génial, tu as la même passé que moi ». Prenons que ce monsieur avec l'étoile soit un adorateur de confiture et si vous êtes des adorateurs de Nutella, ben allez-y, vous pouvez vous lâcher. Hein. Mais qu'est-ce que je pense, quelqu'un qui peut aimer la confiture, le Nutella c'est le meilleur. Et là, vous allez avoir des amis. Cette tendance, elle est forte. On peut changer, on peut valoriser. C'est-à-dire que dans ce groupe qui est, si quelqu'un se détache ou quelqu'un qui dit non, je ne veux pas, il va entraîner automatiquement soit une exclusion du groupe, ce qui est normal, mais chez les autres individus, j'essaie de les montrer une remise en cause de cette exclusion. Et ce sentiment qu'ils deviennent fragiles, puisque quelqu'un qui a exprimé une loi, ils le font. Soit ce groupe se radicalise de plus en plus, soit ce groupe va se dystopie. Donc ça, c'est un premier. Ça doit nous donner comme principe ces principes-là. Je dois réagir moi-même et signaler et garder des traces de ce qui m'arrive à moi. Je dois soutenir, intervenir et refuser. Soutenir, ça veut dire que si, avec les copains, il y a quelqu'un qui est victime, je le soutiens, j'interviens. C'est-à-dire, je vais peut-être sur son poste dire ce que j'en pense. Je refuse d'être dans la loi du groupe. Je ne clique pas, je ne retweete pas, je ne like pas les éléments qui ont été, même si c'était des éléments horribles, et même si dans l'insulte,
Il y avait même une petite intelligence, hein, parce que parfois il y a des insultes qui pourraient presque nous faire rire. Non, je le refuse d'être la courroie de transmission de discours de haine. Les discours de haine s'arrêtent à moi. Parallèlement, je développe une conduite de respect. Je déploie mes amitiés citoyennes. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelait la NEC éthique de mon temps. C'est qu'aujourd'hui, on appelle les règles du respect numérique, c'est-à-dire que j'essaie de me conduire avec respect. Ça commence très bas. Ça commence très, très bas. Hein. Ça commence par le principe que quand je rencontre quelqu'un dans un réseau social et que c'est une nouvelle amie, je dis bonjour. Et que si la personne ne m'a pas renvoyé un post depuis plus de 2 heures, je ne dis pas, mais quoi, qu'est-ce que tu as? Non, elle a le droit. Elle a même le droit de jamais me réécrire. D'accord? Je n'ai aucun pouvoir sur l'autre et il ne dépend pas de moi. Je dois apprendre à être autonome et à vivre avec respect. Je participe aux campagnes civiques, je m'exprime collectivement quand j'ai besoin de pouvoir exprimer. Et je valorise les valeurs humaines et les valeurs de respect. C'est-à-dire qu'à choisir à quoi retweeter, eh bien, je peux choisir de retweeter, excusez-moi d'être franco-français, ce jeune champion Andy Sport qui vient de battre le record du monde en vélo, Andy Sport français. Je peux faire ça que d'aller expliquer encore une fois combien tous ces Afghans qui vont arriver vont encore nous envahir, notre culture va disparaître et que ça va être l'horreur. J'ai le choix, je suis un individu qui a le choix. Dans mes actes numériques, je valorise mes valeurs humaines et le respect et je le fais. Et je reste solidaire de l'ensemble. Ça, je pense que c'est un principe. Si on le respectait, beaucoup d'algorithmes s'inverseraient totalement. Et beaucoup d'influenceurs verraient leur niveau baisser. Et on verrait apparaître d'autres personnes qui le font. Pourquoi? Parce que ce qui fait une société, c'est la réunion dans un ensemble d'un moi, d'un eux et d'un nous. Moi, je me structure et je peux à peu près savoir qui je suis. Le nous, c'est ce collectif et la construction. Et on le construit tous les jours. Et les nous vont changer. Hein, les nous vont être les nous des collègues de travail, vont être les nous des copains du sport, vont être les nous de mes amis, de mes voisins de quartier. Et tous ces groupes auront besoin de cohabiter avec les eux. C'est quoi les eux? C'est ces gens-là qui ne sont pas dans notre nous, qu'on n'a jamais croisé. Voilà. C'est pas la mémé que je rencontre dans l'ascenseur, parce que celle-là, elle dit, nous, elle est de mon immeuble. Non, c'est ceux que je ne rencontre pas. Hein? Et qu'est-ce que je fais par rapport à ceux? Je m'en contrefiche. Je le laisse ou je me considère avoir un élément. Quand en France on dit liberté, égalité, fraternité, dans fraternité, on ne dit jamais qu'il faut que vous soyez frères avec vos frères. Ça, c'est trop facile. C'est vos frères et vos sœurs. C'est vous devez être frères avec des gens qui ne le seront jamais, vos frères, qui seront des gens que vous ne verrez jamais. Eh bien, vous êtes frère avec eux. Je suis frère avec l'Afghan qui fait la queue pendant 3 heures toujours pour prendre un avion. Je suis frère avec quelqu'un que je ne connais pas. Cette fraternité, vous devez garder une place. Une société se fait toujours d'un équilibre qui est entre ce qui m'est proche et ce qui m'est lointain. Et ce qui régit tout ça, bien sûr, c'est les règles sociales. Hein, c'est les règles sociales. Alors, je vous en ai mis des E qui radicalisaient. Vous voyez, je suis le lion du califat, je fais partie de la Oumma, de la communauté. Les E, c'est les mécréants. Je suis français, je suis proche des Français de souche, ceux qui sont nés. Les immigrés avec nationalité, ce qu'on appelle les Français de papier, je suis contre eux. Je suis l'avant-garde révolutionnaire, je suis proche du prolétariat. Alors les capitalistes et les bourgeois, je n'ai rien à faire. Hein, et ainsi de suite. Hein, tout discours raciste s'appuie sur une déstructuration de la citoyenneté du vivre ensemble. Elle provoque une exclusion de cela, et quand l'autre est parti, quand l'autre n'est plus là, alors nous sommes dans de l'extrémisme violent. D'accord? Et si en plus il ne veut pas partir, nous sommes dans de la violence et de la violence terroriste. Pour cela, il nous faut débattre, expliquer, démontrer, s'engager, convaincre, agir et avoir des valeurs ensemble. Il nous faut donc être citoyen et oser. Quel est le meilleur espace où on peut être citoyen? Le monde numérique. Le monde numérique. Et on va le voir, là j'ai mis des campagnes.
de l'Union européenne contre le racisme, contre les discriminations sur le net. Là, je mets des actions collectives de jeunes qui ont voulu dire non au racisme. Ce n'est pas au nom de ma couleur, ce n'est pas au nom de ma religion. Voilà, je suis pour le respect, je fais. Tous les jours, nous pouvons agir directement en tant qu'individu pour montrer que cela est possible. Nous pouvons être des veilleurs d'antiracisme sur le net. Et nous avons une force, c'est-à-dire nous avons notre clavier. Pour que notre clavier pas, il nous faut nous informer là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'ordinateur pour aller s'informer de ce qui se passe, d'essayer de le voir. Il nous faut faire respecter la dignité des usages, c'est-à-dire ne pas hésiter d'attaquer ces groupes-là quand ils laissent passer des espaces racistes ou antisémites. Il faut les attaquer. Il nous faut signaler de plus en plus les éléments. Dès que je trouve quelque chose, je dis non. Je dis non. Mais vous voyez, c'est tellement fort que ça va même dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire, vous recevez des SMS et vous savez, vous recevez un SMS et la personne, elle vous dit un mot. Bon, c'est un beau copain, mais quand même, le mot, hein, il est un peu sexiste quand même. Hein. Le genre, hé, Poulette, tu arrives? Bon, d'accord, c'est un bon copain, mais il n'a pas le droit de me dire Poulette. Donc, je veux dire, excusez-moi, tu sais, j'ai très bien compris que tu t'inquiétais si j'allais arriver, mais le mot que tu as mis le premier, il est déplacé. Hein, merci de ne pas le redire. Voilà. Vous pouvez vous dire, les gens vont être choqués. Non, vous allez leur donner une éducation. Ils vont être très copains. Et ils vont devenir comme vous. Ils vous diront, mais oui, tu as raison. Tu as raison. Hein. Donc, il faut le faire. Ne pas retuter, ni valoriser, refuser et jeter. Et lutter avec des contre-discours, c'est-à-dire repérer les lieux. Hein, en France, le terme qui est inverse du trolling négatif, on appelle ça les mêlées, parce que vous savez qu'en France, nous sommes des adorateurs de rugby, les mêlées positives. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de jeunes qui regardent d'autres jeunes qui mettent en avant des choses positives et qui vont tous s'abonner à eux pour les faire monter en disant, nous, on va faire monter tout ce qui est positif et on refuse de regarder, on refuse de faire des choses qui sont négatives. Hein, ces actions numériques, ce qu'on appelle le cliquetage, pour pouvoir le faire, c'est-à-dire cliquer et pour valoriser, est une action impossible. On va développer, nous, des discours positifs humains. On a le droit. Si je veux faire un post YouTube sur ma chaîne YouTube, eh bien, j'ai le droit de prendre la caméra et de faire comme beaucoup d'influenceurs ont fait dans la série qui était Les choses méchantes que je reçois. De nombreuses influenceuses ont juste lu les propos sexistes qu'elles recevaient en commentaire. Hein. Donc, on a le droit de pouvoir le faire. On a le droit d'intervenir. Et enfin, on soutient, on fait des ruées positives par rapport à l'ensemble. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Hein. L'Internet est aujourd'hui un espace dans lequel des combats et des combats de civilisation et des combats de fraternité se font. On n'a pas perdu car on a un outil magnifique. Cet outil qui a été construit, l'Internet, non pas par des militaires, mais par des universitaires de la côte est des États-Unis, pour être un lieu sans argent, sans contrôle, sans liberté. Il ne faut pas que ça devienne un lieu dans lequel ça devienne une jungle, mais il faut que ça revienne ce que c'était au début, c'est-à-dire un lieu où il est plus important de dire Internet, c'est ce que j'y fais, que Internet, c'est ce que j'y lis. Donc, faites des actions positives. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Alava. C'était très intéressant, très pédagogique, très clair pour les étudiants, les enseignants, futurs enseignants. Je trouve que c'est très intéressant. Et je vous remercie beaucoup. Je pense que les étudiants vont vraiment apprécier. Là, on va couper ce qu'on dit, on va faire un montage, mais j'aurais peut-être une question à vous poser. Vous avez parlé de l'expérience de la civilité. Si vous aviez une recommandation ou une ou deux questions que les enseignants devraient peut-être poser à leurs élèves
pour travailler une activité là, sur la civilité, notamment avec les pages Facebook ou avec… Qu'est-ce que vous recommanderiez comme activité, par exemple? Très rapidement, je peux pas vous mobiliser. Il y a une séance qui est faite beaucoup en France et qui est faite, c'est-à-dire on prend sur Internet des commentaires à la fin des magazines mainstream, tous ces débats, on le liste, on enlève toutes les références, on le donne aux élèves, ils ont à surligner ceux qui sont pour eux des phrases violentes, des phrases insultantes, des phrases négatives, ils vont le faire. Ils les repèrent très bien. On fait un tableau, on regarde les phrases racistes, voilà, ils les repèrent. Et maintenant, on leur pose la question, et vous? Est-ce que ça vous est arrivé d'en recevoir dans votre messagerie? Et là, un certain nombre de jeunes vont le dire oui. Et d'autres jeunes vont se dire, oui, mais peut-être que moi aussi, j'ai peut-être été un peu violent, un peu élément. C'est-à-dire qu'ils savent les repérer chez les autres, ils ne les repèrent pas chez eux. D'accord? Et donc, on va pouvoir faire ça. L'un des éléments, et je crois que l'élément le plus fort, si on veut aider les jeunes, c'est qu'il faut leur donner de la rhétorique et de la capacité à intervenir dans les contre-discours. Donc, les concours d'argumentation ou les concours d'oralité, c'est quelque chose de très bien, où on va demander à des jeunes sur des thèmes trouvés sur Internet de se constituer, alors soit par un texte court, soit à l'oral, pour qu'ils aient des arguments. Parce que souvent, comme ils n'ont pas d'arguments, quand on n'a pas d'arguments, il ne nous reste plus que les insultes. Voilà. Et donc, on va essayer de les aider à trouver les arguments là-dessus. Le théâtre forum, si au Canada c'est très utilisé, va être très intéressant, puisque les comédiens vont jouer une petite scène, on va demander aux jeunes d'intervenir, prendre la place, pour voir ce qu'ils peuvent faire, pour voir comment ils peuvent avancer. Et là aussi, ça peut fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être arrêter là parce que ça, je ne vais pas vous mobiliser non plus pendant trop longtemps. Je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs.